Et donc, en fait, on sait, il y a plusieurs modèles différents, il y a les abonnements, mais si on veut commencer c'est quoi la différence entre l'abonnement et l'adhésion? C'est vraiment considérer le lecteur plus que simplement quelqu'un qui te donne de l'argent. Donc, en fait, c'est vraiment de construire des pratiques participatives alors que le public et la communauté et l'audience d'une rédaction peut être partie et contribuer soit avec l'argent, soit avec des ressources de contenu, des expertises, à la production du journalisme, en fait. Donc, évidemment, pour plusieurs, il y a un parti de je donne de l'argent pour vous soutenir, mais ce n'est pas une transaction de moi je paye pour recevoir un contenu qui c'est un behind a paywall ou ce n'est pas accessible aux autres. Moi, je paye pour soutenir l'idée. Et donc, beaucoup pour moi de l'adhésion, c'est vraiment à partir de la proposition des valeurs. Et alors, le public veut soutenir une organisation parce qu'ils se sont partis et ils se sont de vraiment partager les valeurs et l'idée éditoriale de rédaction. Pierre, peut-être tu as un parti plus pratique. Difficile de dire plus, c'est très complet, hein. Moi, je me reconnais complètement dans cette définition de Federica et qui est celle aussi qu'on retrouve dans le guide de l'adhésion. Je dirais que effectivement l'adhésion, ça n'a rien à voir avec un modèle transactionnel traditionnel en fait, qui est celui de l'abonnement. Pendant très longtemps, les médias en ligne, notamment, je pense à la France, hein, qui est le pays que je connais le mieux, on dit payez-nous et puis en échange, vous aurez du contenu. Hein, donc, en fait, c'est ça la seule promesse, hein, du paiement. Il n'y a pas du tout l'idée de soutien et on considère finalement les lecteurs et les lectrices comme des abonnés anonymes et pas comme des citoyens dont on peut espérer des connaissances, une expertise, etc. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une opposition, hein, qui est fondamentale entre l'abonnement et l'adhésion, qui se situe là-dessus. Et en même temps, l'adhésion, c'est pas du don. Le don, il n'y a pas de contrepartie, en fait. On peut soutenir, comme le disait Federica, un média parce qu'on croit à sa mission, et donc on va simplement effectuer un don. Mais dans l'adhésion, il y a l'idée de ce contrat, hein, justement, de cette relation qui est vraiment, qui marche dans les deux sens, où d'un côté, je vais donner de l'argent, mais en retour, je vais attendre quelque chose de ce média qui va, par exemple, me dire ce en quoi il croit, ce pourquoi il se bat, me proposer éventuellement des informations en coulisses, exclusives, etc. Mais donc, pour moi, l'adhésion, c'est vraiment un modèle qui est entre le don et l'abonnement. Oui, exactement. Ce serait beaucoup trop réducteur de parler uniquement d'abonnés. C'est d'ailleurs pour ça que dans le guide, on n'a pas tant utilisé que ça, ce mot, cette traduction-là, puisque comme vous le disiez, Pierre et Federica, le principe d'adhésion, il va bien au-delà de juste être abonné ou en tout cas de participer financièrement à un média. Peut-être, Pierre, justement, vous avez récemment lancé une nouvelle campagne d'appel à vos membres, à des membres, avec un objectif pour Médiacité, un objectif, je crois d'ailleurs, assez crucial. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et ainsi comme ça nous donner un exemple concret de ce que c'est qu'un appel à participation de vos publics? Oui, bien sûr. Alors, je précise juste que chez Médiacité, nous, on parle toujours d'abonnés, même si on repose essentiellement sur un modèle d'adhésion, parce qu'on n'a pas trouvé en fait de terme satisfaisant pour qualifier les personnes qui adhèrent. Hein. Alors, il y a un mot qu'on voit pas mal, c'est membre, mais la notion de membre, ça peut prêter à confusion. Donc voilà, pour le moment, on est resté sur ce vocable d'abonnés. On a lancé effectivement là une campagne donc de soutien à la fin septembre. Ça fait
presque un mois, c'était le 21 septembre, pour dire, bah voilà, Mediacité a besoin de X nouveaux soutiens d'ici la fin de l'année pour pouvoir continuer à enquêter en 2022. Là, à l'heure où je vous parle, on a recueilli près de 900 nouveaux soutiens en un mois, donc c'est un record hein, pour nous. Ça prouve très bien que on est, je pense, vu par une partie de notre public, pas seulement comme une entreprise de presse qui cherche à gagner des abonnés numériques, hein, mais bien comme un média qui est vu par certains et certaines comme utile. Et en fait, il y a des personnes qui se sont dites, je pense, j'ai besoin que ce média existe dans ma ville pour enquêter, hein, puisque Mediacité, c'est notre modèle. On fait de l'investigation à l'échelle locale hein, dans 4 villes en France. Et donc, c'est la preuve qu'un média qui repose sur l'adhésion, il crée une forme d'émotion et une envie de soutien hein, de la part de son public. Donc, c'est trop tôt pour dire là si ça va marcher d'ici la fin de l'année, mais c'est plutôt très bien embarqué, donc on est confiant. On vous le souhaite en tout cas, mais on en reparlera sans doute de ces campagnes, puisque c'est bien sûr pas la première. Federica, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes également coach en adhésion. Donc, vous aidez des médias à mettre en place des programmes d'adhésion, notamment pour Street Press. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste d'être coach en adhésion? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans un média ou une organisation? Tout à fait. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de quoi l'organisation a besoin. L'idée dans le cadre de le Membership as a Project de Granty, c'était vraiment d'avoir, pour les rédactions, d'avoir quelqu'un avec qui penser ou s'interroger, se poser des questions sur comment mettre en place et traduire en pratique l'idée et la stratégie. Donc, en fait, pour exemple, si on prend la guide de l'adhésion, il y a beaucoup de steps, de procès et des parcours différents. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir un stratégie, au niveau stratégique, de savoir et avoir très clair ce qu'on fait, c'est quoi l'idée, c'est quoi les projets. Mais après, comment la mettre en pratique, comment la tourner en réalité, c'est difficile. Donc, en fait, je travaillais avec les rédactions pour l'aider dans ça mettre en place. Donc, pour Street Press, par exemple, c'était vraiment mais c'était beaucoup avec les autres aussi, vous, mon expertise de développement d'audience, de comprendre comment on utilisait les données et quel type de données pour définir de métriques, d'indicateurs de succès, pour mesurer comment on fait, comment ça va, c'est quoi succès, est-ce qu'on est en ligne avec l'objectif qu'on s'est donné. Donc, en fait, ça, c'est pour être hyper précis et hyper pratique de, par exemple, commencer à penser qu'on n'a pas vraiment un public, mais on a beaucoup de publics autour des un public. Donc, en fait, c'est beaucoup de la segmentation d'audience, si on veut parler avec de jargon, de terminologie technique. Et donc, vraiment de penser comment on fait à qualifier et à mesurer les différents moyens d'engagement. Donc, c'était cette idée qu'il y a des pratiques participatives autour de l'adhésion. Mais ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire quelqu'un des membres et des lecteurs et des publics qui ouvre un newsletter, qui participe à un événement, qui devient membre. Donc, en fait, dans ce on utilise les mots funnel, donc en fait, les entonnements, je pense, de la participation. Donc, du tunnel. En tunnel, ouais, parfait. Donc, comment partir de la masse du public, personnes qui ont l'engagement occasionnel avec les contenus, après les porter dans être public fidèle, donc quelqu'un qui lit ou engage avec les contenus suivants. Et donc, en fait, se demander comment on les mesure.
Et après, comment on met en place de automatismes en quelque. Donc, en fait, si je suis membre et j'ai reçu un email, un newsletter, combien de fois j'ai ouvert le newsletter pendant le dernier mois ou pendant les derniers 2 mois? Est-ce que ça, c'est un indicateur que je suis vraiment engagée? Et donc, est-ce que ça, c'est un indicateur que je voulais retenir mon adhésion? Parce qu'en fait, c'est hyper important. Il y a aussi dans la guide, c'est pas simplement l'idée de tourner un lecteur fidèle dans un membre ou en devenir en adhésion, mais après ça, est-ce qu'ils vont rester engagés et ils vont rester partie du public de l'adhésion, du programme de l'adhésion? Donc, en fait, tout ça, je travaillais avec les rédactions pour définir son camp les métriques. Il n'y a pas qu'un numéro qu'il faut suivre. Il n'y a pas un indicateur avec la 1 majuscule que ça marche pour tout le monde. Ça peut être différent. Et donc, en fait, je soutiens et je travaille avec les rédactions pour comprendre toutes les parties pratiques comme ça, des procès plus que des stratégies et voir s'il marche. Vous venez d'évoquer, Federica, effectivement, cette notion de membre ou d'abonné qui reste. Justement, cette notion de pérennité, je trouve qu'elle, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle va vraiment avec l'idée de l'adhésion. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout de faire une campagne et d'avoir tout un tas de membres d'un coup et qu'ils ne restent pas. La notion de pérennité, de durabilité de la relation, de la confiance, je pense qu'elle définit assez l'adhésion. Je ne sais pas, Pierre, ce que vous en pensez, vous, avec le recul que vous avez à Médiacité. Oui, complètement. Ça sert à rien de développer une stratégie d'adhésion si jamais on cherche pas à fidéliser en fait notre public et à l'embarquer avec nous dans notre aventure. C'est pour ça que Federica parlait de métriques qu'il faut suivre, qui sont propres à chaque organisation. Nous, en l'occurrence, ce qu'on va regarder très précisément chez Médiacité, c'est le taux d'ouverture de nos emails, par exemple, parce qu'on considère que les emails, c'est un canal essentiel, privilégié en fait dans la relation avec notre public. Et du coup, si les personnes ouvrent de moins en moins nos emails, eh bien, c'est le signe qu'il y a une perte d'intérêt. Ou alors qu'il faut qu'on nettoie aussi notre base d'email, mais c'est par exemple un indicateur qui va être essentiel pour mesurer l'attachement en fait, hein, si on peut dire, à Médiacité. On va regarder aussi la durée moyenne d'abonnement, donc d'adhésion en fait, hein, d'une personne. Et puis au-delà de ça, dans notre stratégie, on va pousser à ce que les gens nous soutiennent sur au moins 1 an, plutôt que via un paiement mensuel, par exemple. Et donc ça, pour le moment, ça marche très bien chez Médiacité, puisqu'on a 70% de nos abonnés qui sont des abonnés annuels et non pas mensuels. Donc, c'est le signe que des personnes sont prêtes à s'embarquer avec nous sur la durée. Et bien sûr, il y a des méthodes pour essayer de travailler cette fidélisation. Ce que propose comme solution le guide de l'adhésion, c'est ce qu'on appelle en anglais les membership routines, donc des routines d'adhésion, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, d'habitudes en fait, qu'on va essayer d'installer chez les personnes qui nous soutiennent pour maintenir le lien. Hein. Comme un ami à qui vous n'avez pas écrit depuis longtemps, et vous vous rappelez que à telle fréquence, il faudrait lui envoyer un petit mot pour prendre de ses nouvelles. Eh bien, pour un média qui repose sur l'adhésion, ça peut par exemple passer par tous les 3 mois, on va envoyer un questionnaire de satisfaction sur un sujet précis. Hein. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de nos enquêtes sur ce sujet? On va pouvoir aussi leur poser des questions, on va pouvoir en fait mettre en place
tout un tas de petits appels à contribution qui vont maintenir ce lien et qui vont montrer qu'on est toujours à l'écoute, qu'on a besoin de notre public pour s'améliorer, hein, par exemple. Et tout ça, ça fait partie des routines qui peuvent fidéliser nos publics. Oui, oui. Je reviens sur cette notion de newsletter ou d'infolettre et du taux d'ouverture. C'est quoi, selon vous, vous deux, Pierre et Federica, un bon taux d'ouverture de newsletter? Federica, peut-être? Bah, c'est difficile de dire s'il y a un numéro, un taux que ça marche pour tout le monde. Déjà, ça dépend beaucoup de combien de gens il y a dans votre liste. Parce qu'évidemment, s'il y a 30 personnes qui ouvrent sur la liste et 20 le ouvrent, le taux d'ouverture, ça va être très élevé. Si vous avez 10 000, ça va être un peu différent. Donc, en fait, comme toujours, moi, je crois beaucoup dans les données, mais je crois beaucoup dans les données mettre en contexte. Parce que des données comme ça, balancées dans l'air, ça veut dire pas beaucoup. Si on ne sait pas avec quoi on a un benchmark, ça veut dire quoi. Mais surtout, je pense, on peut dire au niveau général, dans les médias, on dit qu'entre 20% et 30%, c'est un beau taux d'ouverture. Mais dans ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de stratégies pratiques, justement, avec lesquels on peut penser à comment améliorer les taux. Donc, pour exemple, on peut dire c'est génial si on a 10 000 personnes sur notre liste, mais si dans les 10 000 personnes, je ne sais pas, 1000 ouvrent jamais ou ont changé d'adresse email parce qu'on a changé de travail et donc en fait sont dormants, ils sont vraiment pas actifs. C'est pas vraiment la peine de le retenir sur la même liste parce que les taux d'ouverture, ça va passer. Et donc, en fait, c'est vraiment important dans tous ces petites techniques et questions techniques de penser vraiment, est-ce que ce numéro et cet indicateur me donne vraiment une bonne idée de ce que j'entends et que je essaye de mesurer. Et donc, je dirais entre 20 et 30% en général, mais vraiment pensez beaucoup, est-ce que ces numéros et sa mesure, c'est important pour nous comme rédaction et dans les contextes, dans les cas dans lesquels on travaille. Et vous, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez le recul justement sur cette question de la proportion plutôt alors de personnes qui ouvrent vos newsletters. Alors, moi, j'ai le même paramètre en tête, hein, entre 20 et 30%. C'est ce qu'on a chez Mediacité. On est plutôt aux alentours de 25, mais avec quelques variations selon les villes. Et donc, là, pour vous donner deux exemples de nous, comment on a essayé d'améliorer le taux d'ouverture depuis la rentrée là, sur certains emails. On a constaté que sur la newsletter hebdomadaire nationale, on avait un taux d'ouverture qui baissait un petit peu. Par ailleurs, on a lancé une grande série d'enquêtes participatives, donc nourries par les témoignages du public sur un sujet, l'alimentation. Et donc, du coup, on a décidé de lancer une newsletter éphémère avec 8 numéros seulement sur l'alimentation, pour essayer de toucher un nouveau public, une nouvelle audience. Hein. Donc ça peut être une manière de fidéliser, de relancer l'intérêt en fait de notre public. Et puis sur l'une des 4 éditions locales de Mediacité, autre exemple, on a complètement changé la newsletter à la rentrée. Plutôt qu'une liste de liens assez traditionnelle, on a maintenant une newsletter qui est beaucoup plus éditorialisée, beaucoup plus écrite, où on va se permettre de faire un peu d'humour, par exemple, de parler un peu plus de sujets, je dirais, concernants, qui correspondent vraiment à l'actualité quotidienne, ce qui n'est pas forcément ce qu'on fait habituellement chez Mediacité. Et puis, chose toute bête, mais en ouverture de la newsletter, on a une image avec le logo de Mediacité qui est incrusté dans différents éléments de la ville en fait, de Lille, avec un petit photomontage. Alors, c'est tout bête, hein, mais on se dit que c'est important pour montrer qu'on est présent et pour créer un lien en fait
que nos lecteurs et nos lectrices n'auraient pas avec d'autres médias. Hein. Donc ça fait partie, c'est deux exemples tout bêtes, hein, mais de travailler sur la proposition de valeur. Federica a utilisé ce terme tout à l'heure, il est très important. Quelle est la promesse éditoriale qu'on fait? À quel problème, en fait, on répond avec notre newsletter, par exemple? Eh bien, nous, on va permettre aux personnes intéressées par l'actualité lilloise, mais qui la suivent peu, de s'informer de manière conviviale en moins de 5 minutes. Voilà, hein, définissez une proposition de valeur pour votre newsletter, et là, vous pourrez surveiller ensuite votre taux d'ouverture et sans doute l'améliorer. Oui, mais c'est vrai que vous parliez de l'humour, de ce lien, presque de convivialité. C'est pareil, ce sont des notions qui, je pense, définissent beaucoup les principes de l'adhésion. Mais peut-être aussi, je voudrais qu'on évoque ensemble une question que l'on a reçue sur le chat, une question autour des tarifs. Ça, c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, mais effectivement, le montant de l'abonnement, de la participation, peu importe comment on l'appelle, dans le cadre d'une campagne d'appel à adhésion. Donc, c'est Quentin Ariès qui nous dit ça, qui nous dit « Comment fixer le prix de l'adhésion ? Notre communauté semble prête à adhérer à notre programme, mais certains peuvent se retrouver à faire des choix entre nous rejoindre et être abonnés à d'autres médias. Faut-il fixer un montant relativement élevé en misant sur une communauté fidèle, mais probablement limitée ?» La question du prix, du vrai tarif, quel est-il, s'il existe, le vrai bon tarif? Federica, peut-être? J'ai dit une chose, après je le laisse à Pierre, que c'est en fait eux, et, avec Médicité, ils ont une idée plus concrète de ça. Mais je veux dire que d'abord, ça dépend aussi de contexte. Donc, ça dépend de concurrence, ça dépend de marché, ça dépend de la possibilité de la disponibilité d'argent de votre public. Donc, en fait, ça dépend si votre public, c'est un public d'élite qui est habitué à soutenir d'autres médias qui sont peut-être pas nécessairement trop chers ou sont trop chers. Donc, ça dépend un peu de où on part. C'est d'où qu'on part. Après, il faut aussi un peu penser, il y a une question des marketing. Donc, en fait, est-ce qu'on peut demander un prix moins élevé pour commencer, comme on offre d'abord, et après penser à l'aller plus en haut. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui ont un plan mensuel et un plan annuel pour essayer de donner en fait des incentives au public pour choisir parfois les plans annuels qui est en garantie pour la rédaction d'un montant pendant en temps plus long. Et ça peut être davantage aussi au niveau de prix pour les publics. Il y a beaucoup de questions. Après, je pense qu'il y a deux parties. Un, c'est le parti public. Donc, en fait, parfois, on voit de surveys, des enquêtes, des questionnaires au public avant de lancer un programme d'adhésion en demandant combien c'est pour vous un montant qui ça peut aller. Donc, en fait, je crois beaucoup vous tournez votre public et lui demander vraiment ce que vous pensez. Parce qu'en fait, c'est vraiment partie de la participation. Et aussi, combien d'argent vous avez besoin pour le faire marcher. Donc, en fait, ça fait partie d'une structure financière de l'organisation. Est-ce que vous avez d'autres sources de données? Comment ça marche au niveau général de l'organisation? Et c'est quoi la base ça va être assez pour la faire fonctionner. Donc, en fait, parfois, on voit des rédactions d'organisations qui, si vous devenez membre, je vous donne une tasse ou un cahier, une chose comme ça. C'est hyper sympa, mais est-ce que financièrement, ça va marcher pour vous? Donc, en fait, j'ai un parti… en termes d'image aussi, Federica, peut-être.
cette notion justement de goodies, elle est évoquée dans le guide. Et c'est vrai que ça pose un peu question au niveau peut-être euh, image. Enfin, en tout cas, moi, Oui, ça m'a posé question quand je l'ai lu. on sait, on voit souvent la petite bague en canvas de New Yorker. Ça, c'est vraiment un statement. Right? Je me balade avec mon bague et je montre que je fais partie du club de New Yorker. Mais au niveau pratique, si vous êtes en rédaction petite, est-ce que ça va vous coûter plus que l'argent que vous allez rentrer avec ça? Donc, c'est vraiment en partie pratique que je pense que c'est important, mais je suis sûre que Pierre aura une réponse plus précise. Oui, sur le tarif, justement, Pierre. Oui, sur les tarifs, en fait, il faut se dire que qu'on repose sur un modèle de don, d'adhésion ou d'abonnement, on est confronté à un même problème structurel pour tous les médias, qui est ce qu'on appelle la fatigue de l'abonnement, la fatigue du paiement en ligne. Je vois un autre commentaire là qui parle de Netflix, Spotify. Effectivement, on a de plus en plus d'abonnements en ligne. Et on a un portefeuille dédié aux médias qui est forcément limité. Donc, nous, par exemple, chez Médiacité, on a conscience d'être un média de niche, d'être un média complémentaire. Et il y a sans doute très peu de nos abonnés qui sont abonnés uniquement à Médiacité. Enfin, d'ailleurs, on le sait, on leur a demandé. En général, ils ont un abonnement à au moins un autre média généraliste. Hein. Donc, ça veut dire qu'on s'adresse déjà à un public assez ciblé qui est prêt à payer pour l'information et puis qui est déjà intéressé par l'information. Dans l'histoire jeune de Médiacité, parce qu'on s'est lancé fin 2016, hein, on n'a pas encore 5 ans, on a fait évoluer les prix une fois. Alors au tout début, donc on a lancé Médiacité, était entièrement gratuit, puis on a introduit une offre d'abonnement très traditionnelle, hein, on était vraiment sur une offre très transactionnelle, et puis peu à peu, on a muté vers de l'adhésion, sans vraiment le dire. En fait, ça s'est fait assez naturellement, hein, pour les personnes qui nous lisent, qui ont vu que de plus en plus on les sollicitait, que de plus en plus on leur offrait aussi quelque chose que d'autres médias ne leur proposent pas. Par exemple, en leur disant combien un journaliste chez Médiacité était payé, comment on choisissait d'écrire sur tel ou tel type de sujet, etc. Donc, tout ça pour dire que à cette occasion, on a changé le tarif donc de l'abonnement mensuel, qui est passé de 6 € par mois à 7 € par mois, hein, mais ce n'est pas une grosse augmentation. Et là, la petite actualité, c'est que l'été dernier, on fait un grand questionnaire chaque été en fait au sujet de Médiacité qu'on envoie à nos abonnés. On envoie aussi aux personnes qui ne sont pas abonnées un autre questionnaire. On a fait des rencontres aussi avec ces personnes. On a passé beaucoup de coups de téléphone à des personnes qui s'étaient désabonnées pour comprendre, en fait, pour faire vraiment un état des lieux général sur qu'est-ce que vous pensez de Médiacité et puis notamment du prix. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a 25%, si je ne me trompe pas, à peu près un quart, c'est ça, de nos abonnés actuels qui ont dit « je serais prêt à payer plus pour Médiacité ». Mais une fois qu'on a ce chiffre, c'est difficile en fait de prendre une décision parce que 25%, ça veut dire que nos abonnés ne sont pas mûrs, ils ne sont pas prêts à payer plus, hein, dans leur immense majorité. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a une fraction d'entre eux, et une fraction importante. Nous, on a 4500 abonnés, hein, donc 25% d'entre eux qui disent « Ah bah ouais, je pourrais payer plus parce que je pense que vous méritez plus ». Et donc du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en place, à l'occasion de notre campagne donc lancée en septembre, de mettre en place en fait un soutien, un abonnement de soutien où la personne peut s'abonner pour plus de 60 € l'année, si elle le souhaite. Et c'est à elle de sélectionner elle-même le tarif. Donc, on met quand même un palier minimum qui est assez élevé, hein, par rapport à la question là, de notre internaute. Et en même temps, on propose à ceux qui le veulent de souscrire un abonnement de soutien. On a un peu moins d'un dixième là, des abonnés qui ont participé à notre campagne qui ont choisi l'abonnement de soutien, ce qui en soi est déjà un succès. Et dernière petite chose, et après je vous laisse la parole, Sophie, on propose aussi à chaque fin d'année à nos abonnés de faire un don
qui est défiscalisé, hein, puisque en France, l'État rembourse en fait une partie du don à un abonnement à un média qui est vu d'intérêt général, hein, pour faire un petit raccourci. Et du coup, ça, c'est une campagne de dons qui marche chaque année et qui permet aussi d'augmenter les revenus issus des lecteurs et des lectrices. Oui, exactement. Je vois également une autre... Federica, oui. Si je peux ajouter une chose sur l'exemple de Pierre, de vraiment penser comment engager des petites niches d'audience qui peut-être sont préparées à donner plus ou d'engager d'une façon différente. Je voulais donner l'exemple d'une rédaction en Inde, The News Minute. Eux, ils ont un programme d'adhésion traditionnel, on peut dire, donc de membres, c'est mensuel ou annuel. Mais autour de ça, ils ont construit aussi la possibilité de donner pour soutenir des enquêtes ou des projets journalistiques spécifiques. Donc, en fait, il y avait des élections locales où ils sont basés en Inde et ils ont créé une petite campagne spécifique pour dire si vous voulez nous soutenir en plus déjà de la campagne de membership normale, traditionnelle, ça, c'est l'occasion pour nous aider à faire cette enquête sur les élections locales ou il y avait beaucoup sur COVID, donc en fait sur un projet dans les hôpitaux. Donc vraiment de trouver des façons plus petites d'engager de publics hyper engagés déjà et les donner en façon en plus de participer, de soutenir. Et ça pourrait être aussi, Pierre disait d'abord, que vraiment il y a un différent avec un programme d'adhésion et des données en général plus free. Mais ça peut être aussi un moyen de commencer à engager des gens qui ne sont pas préparés à devenir membres mensuels ou abonnés annuels. Mais il y a une façon de commencer à l'engager dans petite façon. Donc, en fait, penser s'il y a des opportunités supplémentaires pour engager ce public. Et j'ai un exemple très concret de ça, juste, excusez-moi Sophie. Nous, au printemps dernier, on a gagné un procès contre le maire d'une ville, pour lequel on avait écrit une enquête. Donc, on était content de gagner le procès, même si ça nous a demandé beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'argent, hein, puisqu'on a dû payer les frais d'avocat. Et du coup, à cette occasion, on a lancé une mini-campagne pour dire, voilà ce que ça nous a coûté d'aller en justice, à peu près 5 000 €. Est-ce que vous allez nous permettre est-ce que vous voulez nous aider dans notre mission, etc. En moins d'une demi-journée, on a recueilli les 5 000 € auprès de notre audience en dons. Donc ça, c'est l'exemple de petite campagne, en fait, qui ne marche bien sûr que si vous avez une communauté qui est fidèle et qui est prête à vous soutenir à tout prix. Hein. Et c'est peut-être la chose d'ailleurs essentielle qu'il faut dire aujourd'hui, hein, pour les personnes qui réfléchiraient à introduire un programme d'adhésion dans leurs médias, c'est il faut dans tous les cas avoir des bribes de communautés déjà très fidèles, hein, qui croient beaucoup en votre contenu. Donc que votre mission, elle soit très très claire et que votre communauté de lecteurs et de lectrices, elle soit prête à vous accompagner. Hein. Alors bien sûr, il y a des stratégies pour faire grandir cette communauté. Federica est spécialiste de ça, mais c'est difficile de lancer un programme d'adhésion en partant de rien, alors qu'on a 50 abonnés sur son compte Twitter ou sa page Facebook, quoi, si je devais simplifier. Oui, il y a quand même une impulsion à donner. On ne peut pas partir de zéro et surtout, on ne peut pas demander de participer à… C'est bien ça qui est compliqué d'ailleurs dans la mise en place d'un programme d'adhésion. C'est qu'on ne peut pas vraiment demander de participer, surtout financièrement, à quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas concret pour l'instant. C'est ça qui est difficile aussi dans la mise en place du programme d'adhésion. Il y avait une question que j'aurais aimé vous poser, vous la voyez. C'est Ximena qui nous demande quels exemples de réussite dans les stratégies d'abonnement
on va dire, stratégie d'adhésion. On peut citer, dans la présentation, j'avais parlé de El Diario en Espagne, de Mediapart, qui est sans doute peut-être en France, en tout cas, l'exemple le plus parlant, y compris auprès du grand public. Alors, selon vous, Pierre et Federica, quels sont justement ces exemples à suivre? Pierre, peut-être? Alors, en France, j'en connais pas, hein, il faut le dire. Ou en Tout général, dépend de hein, la en général, la question c'était C'est partout. Ouais. ça. Tout dépend de la définition qu'on donne de l'adhésion, hein. Mediapart se considère comme un média sur abonnement, avec un privilège qui est offert aux abonnés, qui est d'animer d'avoir un blog, hein. Mais globalement, Mediapart est quand même dans une relation qui est assez traditionnelle, hein, d'un point de vue avec son public. Moi, du coup, j'ai plutôt des références à l'étranger, hein, en matière d'adhésion. Un média que je trouve très inspirant à l'échelle locale, hein, c'est ça que je regarde de plus près, c'est The Bristol Cable, un petit média qui est donc à Bristol en Angleterre, et qui lui a créé en fait une coopérative où vous n'êtes pas seulement membre, où vous payez un petit peu et puis c'est fini, mais vous êtes appelé à voter pour les grandes décisions du média, hein, sur les orientations stratégiques, hein. Donc c'est vraiment un média coopératif, ça c'est intéressant. Et par ailleurs, le Bristol Cable, ce qu'ils font, c'est que ils vont faire appel à leurs coopérateurs, à leurs membres, pour distribuer le journal dans la rue, hein, par exemple, et un journal qui est distribué gratuitement. Donc, il y a plein d'autres initiatives qu'ils mettent en place qui, à mon avis, sont très inspirantes parce que on est vraiment là sur un média qui arrive à montrer que on peut inventer complètement autre chose, en fait, qu'un abonnement traditionnel. On peut inventer une relation et une implication, hein, dans la vie de la ville qui est nouvelle et qui est utile aux citoyens de cette ville. Le Bristol Cable, quand ils se sont lancés, ils ont mis des affiches partout dans les commerces pour dire on est à la recherche de un graphiste, quelqu'un qui s'y connaît un peu en mise en page de journal, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en management, etc., gratuitement, sans vous payer, pour créer votre nouveau journal local. Et ben, ça a vachement pris et ils ont créé les débuts de leur communauté comme ceci, quoi. Et aujourd'hui, ils approchent les 3000 membres et donc ils sont pas loin de leur point d'équilibre. Donc pour moi, c'est un exemple de réussite de stratégie d'adhésion. Sur l'abonnement, bien sûr, le New York Times, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais Federica, je pense que tu as plus d'exemples encore que moi à l'étranger qui te viennent en tête. D'ailleurs, Federica, pardon, juste avant, je reprécise que l'exemple du Bristol Cable, il est donné dans les études de cas du guide que vous pourrez retrouver et que vous retrouvez déjà en ligne. Et effectivement, toutes ces initiatives très inspirantes, très concrètes aussi, se trouvent dans la partie études de cas du guide du Membership Puzzle Project. Federica, peut-être alors pour un exemple, si on peut Oui, en retrouver un. moi je dirais, on peut prendre des exemples différents au niveau international. Un cas hyper connu, c'est The Guardian, bien sûr, que c'était un de première. Moi, ce que je trouve intéressant, notamment, c'est bien différent si on a un média géant comme Le Gardien ou si on parle de communautés hyper locales, évidemment. L'idée des Gardiens, que ça a pris beaucoup, c'est l'idée qu'on soutient les journaux ouverts et participatifs pour tout. Donc, en fait, moi, je paye et je donne de l'argent parce que je veux le contenu de site qui reste accessible à tout le monde sans paiement. Il y a un exemple en Italie de ça s'appelle Il Post. Eux, ils suivent les mêmes idées. Les membres, les abonnés participent parce que les sites peuvent rester accessibles à tout le monde sans paiement. Après, si tu veux partir de la communauté et tu es abonné, tu peux recevoir un newsletter en plus, des choses en plus, mais le journalisme de la rédaction, ça reste ouvert. Et ça, c'est beaucoup d'entre la promesse éditoriale et les propositions des valeurs de l'organisation.
Après, un autre exemple que je voulais donner, c'est Zetland en Danemark, parce que eux, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Il y a l'exemple dans la guide sur utiliser la communauté vraiment hyper fidèle d'adhérents, de membres, d'abonnés hyper fidèles, qu'ils se sont fiers d'être partis et de participer et de soutenir Zetland. Et ils ont lancé une campagne qui s'appelle Members Get Members, où ils utilisent vraiment les membres comme ambassadeurs et donnent la parole aux membres pour demander à d'autres gens, à des amis, à la famille, à d'autres personnes de la communauté de devenir membre, de faire partie de l'adhésion, mais au lieu d'être les personnes, mais vraiment donner la parole aux membres pour se soutenir comme ambassadeurs. Et ça, c'est un modèle hyper intéressant parce que ça montre vraiment l'efficacité et comment c'est véritable la relation. C'est une relation genuine. C'est vraiment, c'est vrai qu'il existe. Ouais. C'est vrai que cette relation dont vous parlez, elle est vraiment effectivement au cœur de tous les procédés d'adhésion qui fonctionnent. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, j'y pense, plusieurs études de cas, plusieurs exemples sur Zetland, sur le guide de l'adhésion. Là, je vois une autre question, et peut-être que ce sera l'une des dernières, parce que j'imagine que le timing, Kossi, tu me diras, mais le timing peut-être arrive dans les dernières minutes. Tu m'arrêtes, mais c'est tellement intéressant qu'on aurait beaucoup à dire. C'est donc une question. Je suis propriétaire d'une web TV Canal Ivoire, donc hébergée sur YouTube avec plus de 51 000 abonnés. Et il nous demande comment puis-je introduire un programme d'adhésion. Merci depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour cette question. Effectivement, justement, alors, est-ce que vous pourriez nous donner deux conseils, quelques conseils? On en a dit beaucoup déjà, et j'en ai entendu beaucoup, mais s'il fallait retenir deux conseils pour la mise en place d'un programme d'adhésion. J'imagine bien que c'est une question complexe puisque ça doit dépendre bien sûr du média et de l'organisation, mais quand même, est-ce qu'il y aurait deux choses que vous aimeriez mettre en lumière particulièrement? Pierre, peut-être? Oui, ça me fait penser qu'en fait, le guide de l'adhésion comporte pas ou peu d'exemples sur YouTube, et pourtant les YouTubeurs, je pense, sont très inspirants quand il s'agit de parler de soutien et de mission qu'une chaîne peut remplir pour son public. Spontanément, je dirais systématiser des vidéos questions-réponses avec le public pour répondre à leurs préoccupations, à comment elle marche cette chaîne, est-ce que vous arrivez à en vivre, de quoi vous avez besoin, etc. Comment vous fabriquez votre émission hebdomadaire ou mensuelle. Ça, c'est des bonnes pratiques moi, que je vois chez des youtubeurs français. Et tout de suite, c'est des vidéos qui sont, pour des youtubeurs assez suivis, regardées 200 000 fois, parce qu'on a envie de savoir comment ça marche. Donc ça, c'est une première chose. Et puis peut-être, deuxième, mettre en place un lien ailleurs que sur YouTube, peut-être via une newsletter, y compris une newsletter très très simple, qui pourrait se faire via une plateforme type, le nom m'échappe, alors, pas forcément Mailchimp, je pensais à une autre plateforme utilisée par des blogueurs notamment. Donc voilà, ça me reviendra, je vous la partagerai dans le chat, ou via Twitter qui permet aujourd'hui de faire des newsletters natives, mais essayer de maintenir le lien en fait sur un autre canal avec son public pour ne pas non plus dépendre que de l'algorithme de YouTube, puisque ça c'est une grosse question. Un programme d'adhésion,
pour moi, il a besoin de reposer sur des éléments solides. Et si YouTube change son algorithme du jour au lendemain et que vous perdez votre public qui pourtant était fidèle, c'est dommage, hein. Donc, du coup, c'est vrai que l'email est quand même, je trouve, le canal le plus fiable pour essayer de tisser cette relation et pourquoi pas de développer un programme d'adhésion avec des appels aux dons qui, de toute façon, se font de plus en plus sur YouTube. Je pense qu'on est de plus en plus habitué à contribuer sur Tipeee, sur Patreon, ou alors à aller sur Twitch et puis à donner sur Twitch, etc. Hein, donc, peut-être multiplier les canaux de paiement aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant comme stratégie quand on a une chaîne YouTube. Vous avez raison, Pierre, il y a peu d'exemples, voire pas, de mémoire, sur la partie vraiment YouTube vidéo. Il y a un exemple donc, sur la partie podcast avec Radio Ambulante, mais c'est vrai que sinon, vous avez raison de préciser quelques exemples pratiques pour les journalistes et les médias qui sont sur YouTube. Federica, vous, quels seraient alors vos deux conseils à retenir, peut-être pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube, mais aussi pour un jeune média digital, comme c'est souvent le cas dans le guide de l'adhésion? Absolument. Bah, déjà, tout ce que Pierre a dit, absolument. Être vraiment, penser beaucoup à les conseils de comment on dépend d'algorithmes et en quelle manière vous pouvez être propriétaire de la relation avec votre communauté, votre lecteur. Donc, la question des plateformes, c'est hyper important. Moi, je dirais avoir une bonne compréhension de votre audience. Donc, évidemment, les nombres de views dans chaque vidéo, c'est hyper important. Les nombres sur le YouTube en général, hyper important. Mais vraiment, est-ce que vous connaissez votre audience? Est-ce que vous avez fait des sondages? Le vidéo question-réponse qui Pierre disait, j'aime beaucoup l'idée vraiment, est-ce que vous avez des manières supplémentaires d'avoir d'informations précises sur quelle motivation votre audience a pour vous suivre? Donc vraiment, pensez beaucoup à comment je peux repérer cette information. Soit c'est des focus group, des sondages, de petites questions dans les vidéos qui vous demandez aux gens de poster dans les commentaires. Mais investir tout d'abord sur l'idée de la proposition des valeurs et sur la compréhension de l'audience. Exactement. C'est d'ailleurs l'objet d'un chapitre entier dans le guide parce que c'est sans doute la base, déjà comprendre avant d'agir et avant de pouvoir mettre en place un programme. Effectivement, je ne sais pas si on a le temps aussi. Oui, il y a d'autres questions. Oui, je vois une question de Gracius qui est intéressante et à laquelle effectivement je n'avais pas pensé en préparant cette table ronde. C'est quelle stratégie concrète mettre en place pour regagner la confiance des abonnés dans une région où les gens sont souvent victimes de cyberattaques? Donc, dans le cas, en fait, il veut dire dans le cas où les données sont piratées et notamment les données bancaires. Effectivement, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui arrive. Et dans ce cas-là, alors comment regagner la confiance? Parce que c'est une excellente question. Moi, je voulais donner un exemple et après je laisse Pierre. Je pense que peut-être qu'il y a dans les sites de Membership Puzzle Project, ils ont eu un summit pendant l'été avec plusieurs des présentations. Donc peut-être il y a une vidéo là-bas. Mais vraiment, il y a beaucoup de pays où même soutenir et payer un média qui peut être retenu du gouvernement, peut être dangereux donc, dans quelle manière les soutenir de façon ouverte. Donc vraiment, quelle pratique de sécurité des données vous avez en place à l'intérieur de l'organisation pour avoir assuré à votre communauté que les données sont en sécurité.
Mais au niveau de cyberattaque, est-ce qu'il y a une façon de le rencontrer en personne? Donc, je sais, dans le COVID, ce n'était pas hyper simple, mais il y a beaucoup aussi des participations actives dans mini-communautés en personne. Est-ce que vraiment, il y a une autre façon et d'avoir des règles très claires de comment vous dédiez à protéger l'interaction en ligne, si c'est ça que ça arrive. Mais je laisse à Pierre, peut-être qu'il y a plus de concrets exemples. C'est un cas auquel on n'a jamais été confronté. Après, je dirais spontanément que c'est important de rassurer et peut-être qu'on identifie la personne chez vous, dans votre média, qui s'occupe de la protection des données, des relations clients, etc. Nous, c'est tout bête, hein, mais dès que vous vous êtes abonné, vous recevez un email de la personne en charge des paiements et de la technique et on voit sa photo et on a son numéro de téléphone si on veut la joindre en cas de problème. Donc ça peut rassurer, hein, ça montre qu'il y a des humains en fait et que vous ne payez pas sur une plateforme web anonyme. L'autre exemple qui me vient, c'est le média néerlandais The Correspondent, qui lui, parmi ses valeurs affichées en fait pour susciter la confiance, il y a vraiment cette notion de confidentialité des données, hein, data privacy, ils en parlent tout le temps et ils disent que du coup, ils vont déposer très peu de traceurs, hein, de cookies sur les navigateurs web, par exemple, que les données, ils les possèdent chez eux et qu'elles ne sont pas exportées dans tel ou tel pays. Et ils en ont fait vraiment un argument, hein, très, très important. Et peut-être que c'est d'ailleurs l'une des choses sur lesquelles beaucoup de médias d'adhésion, et là je pense aussi à Médiacité, nous on a encore des efforts à faire en la matière, pourraient travailler pour susciter de la confiance. Quand on voit que même Apple, aujourd'hui avec ses téléphones, va présenter la confidentialité comme un argument, hein, de vente et donc de confiance, je pense que si les médias qui reposent sur l'adhésion ne le font pas, ils risquent de louper effectivement une partie de leur public, c'est certain. Alors, Sophie, si vous permettez, il y a deux autres questions, les toutes dernières pour terminer ce webinaire. La première s'adresse à M. Pierre. Comment Médiacité parvient-elle à maintenir l'engagement de ses membres? Et la deuxième question, c'est pour un média qui repose sur le modèle d'adhésion, est-ce que ce média peut dire non à un soutien ou à un don venant d'une personnalité politique ou d'un homme qui a des affiliations avec des pratiques secrètes, comme on a vu peut-être le cas avec la révélation de l'affaire Pandora Papers? Alors, rapidement, sur la première question, donc j'ai un petit peu répondu tout à l'heure en évoquant les routines en fait, hein, d'adhésion. Donc, toujours essayer de solliciter l'avis de votre public, hein. Que pensez-vous du journalisme qu'on vous propose, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, hein? Toujours se mettre dans une démarche de questions et aussi une démarche d'humilité. Ça, c'est un terme qui revient beaucoup dans le guide de l'adhésion, hein, montrer que on n'est pas une rédaction qui regarde de haut en fait le reste de la population, hein, mais qu'on est des humains comme les autres et qu'on est à la recherche on veut s'améliorer et qu'on a besoin surtout de notre public pour s'améliorer. Je dirais aussi qu'il faut tester ce qui est le plus adapté en fait à votre rédaction. Par exemple, nous chez Médiacité, là pour la première fois cette année, on a créé un groupe d'experts, une vingtaine d'experts qui font partie de notre public en fait pour justement enquêter sur l'alimentation. Ça a très bien marché, les gens sont très impliqués, ils ont du coup relayé beaucoup nos articles dans leur réseau, mais en même temps, ça nous a demandé beaucoup de temps, peut-être un peu trop par rapport aux résultats, donc il faut s'ajuster, il faut tester, il ne faut pas hésiter à lancer de petits formats et puis à se dire que peut-être que dans 6 mois, vous ne les maintiendrez plus, c'est pas grave, hein, mais voilà, il faut expérimenter parce que il faut vraiment avoir conscience que l'adhésion, ça reste tout nouveau, hein, c'est quelque chose qui a le Membership Puzzle Project, ça date de 2017, hein, je crois. Hein, donc, on parle vraiment de quelque chose de très, très récent et d'expérimental. Sur la deuxième question, je ne sais pas, peut-être Federica, non, je te laisse répondre. Oui. Je dis absolument, c'est possible de dire non, parce qu'en fait, en chose qu'on a dit beaucoup pendant la dernière heure de conversation, c'est que la relation avec la communauté, les lecteurs, les abonnés, les membres doivent être sincères
authentique, véritable, et la transparence de dons, on prend l'argent, comment on fonctionne, cette vraiment valeur de transparence, c'est hyper important et c'est vraiment difficile une fois qu'on a perdu la confiance et la fidélité du public, d'y retourner en disant « Ah, maintenant, mais en fait, c'était pas comme ça ». Donc, en fait, être vraiment hyper présent à l'idée d'avoir et de construire une relation transparente et véritable. Et donc, dans ces cas-là, s'il y a un don ou un soutien qui vient à quelqu'un qui ne représente pas votre valeur, c'est possible de dire non. Et je pense que ça, c'est vraiment un partie hyper important du conseil de l'adhésion. Oui, tout à fait. La notion de transparence, effectivement, elle revient souvent et c'est sans doute l'une des bases. Je reviens sur cette notion-là avec un exemple que j'ai en tête d'un des médias des études de cas du guide, où ça m'avait un peu amusé. Il y a en fait l'ensemble du budget de la rédaction annuelle, mais d'une manière tellement précise que ça m'avait fait sourire. Je crois que ça va jusqu'aux frais de nourriture, du rédacteur en chef ou de la rédactrice en chef. C'est d'une précision et d'une transparence qui, effectivement, pousse à la confiance, du coup. C'est vrai que moi, quand je l'ai lu, après, je me suis dit, ah oui, donc c'est vraiment chaque euro ou chaque dollar va à une tâche allouée, précise, claire. Et ça, effectivement, ça participe à cette relation pérenne, durable. Et sans doute aussi que c'est une demande du public et des publics, surtout en temps de pandémie, je pense. Peut-être. Oui, Kwesi? Voilà, je pense qu'on est presque à la fin de ce webinaire. Peut-être les derniers mots de nos chers panélistes. Peut-être, effectivement, avant juste de vous donner le dernier mot, je voulais juste repréciser que le travail de traduction qui a été réalisé sur ce guide, il est assez monumental, assez impressionnant. Et je tenais juste à citer vraiment le travail qui a été réalisé par nos 4 traductrices, Cédera, qui est la traductrice d'Iginette en français, Camille de Montgolfier, Sarah Abdallah et Laura Briquet. Et ces 4 traductrices ont vraiment réalisé un travail très difficile puisqu'il s'agissait de traduire, comme on l'a dit, des notions qui sont assez nouvelles dans le vocabulaire francophone. Et donc, je tenais vraiment à remercier leur implication et leur travail. Et vous verrez dans le guide, ça se ressent vraiment. C'est très, très, très fidèle au guide anglophone. Donc, je voulais juste le repréciser. Le mot de la fin, donc, qui veut commencer peut-être, Federica? Oui, justement, on avait dit comment c'était difficile parfois de traduire la terminologie en français, mais dans la guide en français, il y a une image, il y a un mot que j'ai vraiment adoré, qui m'a resté en tête, qui dit que la proposition des valeurs est l'étoile qui vous guide. Donc, vraiment, pensez à ça, partez de la proposition des valeurs, mais réussir aussi à traduire les éléments de la proposition en objectif mesurable. Pour que savoir si vous avez du succès, c'est hyper important et comment le mesurer, c'est hyper important de savoir si ça va marcher ou pas. Exactement. Et je compléterai en disant que sortez de votre rédaction, de votre organisation pour aller rencontrer les gens qui vous lisent ou qui vous regardent ou qui vous écoutent. Nous, c'est comme ça qu'on a introduit un programme d'adhésion chez Médiacité. On a commencé par un tour de France, en fait, où tous les journalistes de Médiacité sont allés rencontrer nos lecteurs et nos lectrices dans chacune de nos villes. Et c'est la première fois, en fait, que ça se passait sur une durée comme ça, avec un guide d'entretien, d'ailleurs, basé sur celui du Membership Puzzle Project, donc il peut se retrouver sur le guide de l'adhésion. Et c'est seulement quand on comprend clairement les besoins de ces publics qu'on peut proposer un journalisme utile et qu'on peut proposer un modèle dans lequel les citoyens ont envie de s'embarquer et qui leur donne envie de vous soutenir. Donc c'est vraiment, moi, ce serait mon principal conseil. Partez à leur rencontre et puis, si ce n'est pas possible dans la zone où vous vivez ou si
vous avez un public qui est vraiment très habitué aux interactions en ligne, et ben vous pouvez organiser des webinaires comme celui-ci en petits groupes, hein, des focus group, ou envoyer des questionnaires. Hein, c'est la meilleure manière, je pense, pour rester humble et à l'écoute pour ensuite proposer le journalisme qui convient le mieux à votre public. Exactement. La notion d'humilité, on restera là-dessus parce que je trouve que c'est une notion qui résume aussi très bien tout le travail qui est réalisé dans ces programmes de membership ou d'adhésion. Merci beaucoup en tout cas à vous deux et à Kossi. Merci à toi d'avoir organisé cette table ronde qui est, je pense, riche en conseils et puis en explications, et surtout aller voir et lire le guide avec des exemples, beaucoup d'exemples concrets et notamment sur la partie métrique et mesure qui est très, très intéressante et extrêmement pointue, et qui, je pense d'ailleurs, pourrait intéresser plus que les journalistes ou les rédactrices, rédacteurs en chef ou responsables de médias, mais sans doute pourrait intéresser les gens qui travaillent dans la communication, dans le marketing, plus généralement, même dans d'autres domaines, tant le contenu est riche. Au début de ce webinaire, nous le disions, il a fallu plus de 4 ans pour créer ce guide, et il est évident qu'en 1 heure, on ne peut pas tout éplucher. Alors, si les participants ont d'éventuelles questions ou des zones d'ombre qui subsistent encore, vous pouvez l'envoyer à Sophie ou à moi. Nous les remonterons à Federica et à Pierre, qui sont bien disposés, bien disponibles pour vous répondre. Je rappelle également que nous avons lancé un mini-sondage, un court sondage, on en parlait au cours de ce webinaire, pour savoir si l'échange a été utile pour vous, si le webinaire a été instructif pour vous. Nous vous prions de bien vouloir prendre quelques secondes pour y répondre et nous faire part non seulement de vos critiques ou de vos suggestions, mais aussi de ce que vous pensez de ce format-là. Il y a des participants qui estiment que l'heure n'a pas été suffisante. C'est aussi une remarque que vous pouvez nous faire. Nous voudrons également rappeler que l'ICF a lancé un forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui rassemble des journalistes du monde entier. Le forum se décline en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais. Nous vous prions de rejoindre ce forum et de continuer les discussions et les conversations avec les autres journalistes. Et également, le 9 novembre, l'ICFJ honore et célèbre les journalistes du monde entier. C'est un événement qui sera également très inspirant pour les journalistes, où nous célébrons les journalistes qui ont produit d'excellents travaux, des reportages remarquables. Vous pouvez également rejoindre cet événement, y assister. Nous vous enverrons le lien, rejoignez notre forum et vous aurez toutes les informations. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain où nous aurons une session, un autre webinaire avec le directeur général de l'École supérieure de Lille pour parler du journalisme et aussi de comment réussir les concours des écoles de journalisme. Et c'est sûr, ces mots que je vous dis, bonsoir, bon après-midi, bonne fin de journée, où que vous soyez, et retrouvons-nous dans le forum. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.